Nous nous souvenons de Marvin Gaye comme d'une voix capable de traverser le temps. Une voix qui semblait comprendre nos blessures avant même que nous sachions les nommer. Une voix qui a su faire fondre les cœurs, éveiller les consciences, déclencher des révolutions intimes et collectives, et séduire des générations entières sans jamais élever le ton. Marvin Gaye, c'était la douceur mêlée à la douleur, la sensualité mêlée à la foi, la vulnérabilité transformée en article. Mais derrière cette musique qui guérissait les autres, derrière ce falsetto soyeux et ce sourire à la fois timide et hanté, vivait un homme enlacé par le chaos. Un chaos émotionnel, spirituel, psychologique et profondément intime. Pendant des décennies, l'histoire officielle s'est arrêtée aux disques, aux récompenses, aux images figées d'une légende. Elle a rarement osé regarder ce qui se passait derrière les portes closes. Car comprendre Marvin Gaye, ce n'est pas seulement écouter What is Going ou Let's Get It On. C'est aussi accepter de regarder les zones d'ombre, les contradictions, les blessures et surtout les dégâts humains laissés dans son sillage. Et au cœur de cette histoire complexe se trouvent deux femmes, deux épouses, deux vies profondément marquées par l'homme que le monde appelait un génie. Pendant longtemps, elles sont restées silencieuses, trop silencieuses. Anna Gordy, femme d'influence, figure de l'ombre chez Motown, sœur de Berry Gordy, architecte discrète mais essentielle de l'empire musical qui allait changer la culture américaine. Et Janice Hunter, adolescente devenue muse, puis compagne, puis épouse, avant de devenir une survivante. Une femme dont la jeunesse, l'identité et la voix ont été lentement absorbées par une relation aussi intense que destructrice. Aujourd'hui, après des années de rumeurs, de spéculations, de récits fragmentés et souvent biaisés, une version plus complète de l'histoire commence enfin à émerger. Une histoire racontée non plus uniquement par la musique de Marvin, mais par les silences, les cicatrices et les souvenirs de celles qui l'ont aimé de la manière la plus intime possible. Ce qu'Anna et Janice ont enduré loin des projecteurs, ce qu'elles ont choisi de révéler ou de taire, a laissé même les fans les plus dévoués sans voix. J'étais la muse, mais j'étais aussi le miroir. Cette phrase, prononcée par Janice Hunter, résume à elle seule toute la tragédie. Aimer Marvin Gaye, ce n'était pas seulement l'inspirer. C'était lui renvoyer ses peurs, ses désirs, ses pulsions, ses fractures. C'était devenir le reflet de ce qu'il refusait parfois de voir en lui-même. Ce récit n'est pas une tentative de démolition d'une icône. Ce n'est pas non plus une justification de la violence ou de la souffrance au nom du talent. C'est une exploration honnête, douloureuse et nécessaire de ce que signifie aimer un homme brillant et brisé à la fois. Un homme capable d'écrire des hymnes à l'amour universel tout en détruisant ceux qu'il aimait le plus près de lui. Car Marvin Gaye n'était pas un monstre, mais il n'était pas non plus l'ange que l'industrie et le public ont parfois voulu sanctifier après sa mort. Il était humain, intensément humain, trop humain, peut-être, et c'est précisément cette humanité, avec tout ce qu'elle a de beau et de terrifiant, qui a façonné les destins d'Anna Gordy et de Janice Hunter. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil. Lentement, sans sensationnalisme inutile, mais sans détour non plus. Nous allons parler d'amour, de pouvoir, de dépendance émotionnelle, de jalousie, de contrôle, de silence, de dignité et de survie. Nous allons comprendre comment une adolescente admirative est devenue prisonnière d'une passion dévorante. Comment une femme puissante de l'industrie musicale a été publiquement humiliée par l'homme qu'elle avait aidé à bâtir. Et comment, malgré tout, ces deux femmes ont refusé de réduire Marvin Gaye à un simple bourreau. Cette histoire est aussi celle de l'industrie musicale, de ses excès, de son aveuglement volontaire face aux souffrances privées tant que la magie continue de rapporter. Elle pose une question qui dérange encore aujourd'hui. Jusqu'où sommes-nous prêts à excuser les dégâts au nom du génie? Peut-on vraiment séparer l'artiste de l'homme quand les blessures sont si profondes et si personnelles? À la fin de cette vidéo, il ne s'agira pas de juger, mais de comprendre. De donner enfin une place centrale à celle dont l'histoire a trop longtemps été reléguée en note de bas de page. Car derrière chaque légende, il y a des vies réelles. Et parfois, le prix à payer pour la grandeur est bien plus élevé que ce que la musique laisse entendre. Janice Hunter avant Marvin, la naissance d'une fascination. Avant d'être associée au nom de Marvin Gaye, avant d'être définie comme une muse, une épouse ou une survivante, Janice Hunter était simplement une adolescente. Une jeune fille sensible, introspective, issue d'un environnement où l'amour semblait toujours conditionnel, fragile, incertain. Comme beaucoup d'enfants de son époque, elle a grandi avec la musique comme refuge. Mais pour Janice, certaines voix ne faisaient pas qu'accompagner le quotidien. Elles devenaient des repères émotionnels, presque des présences protectrices. Marvin Gaye fut l'une de ces voix. À la télévision, sur les vinyles, à la radio, il apparaissait comme une figure presque irréelle. Sa voix n'était pas seulement belle,
Elle semblait comprendre. Elle parlait de désir sans vulgarité, de douleur sans amertume, de spiritualité sans dogme. Pour une adolescente en quête de sens et d'affection, Marvin incarnait quelque chose de rassurant et de puissant à la fois. Il n'était pas encore un homme réel. Il était une idée, une promesse. Janice l'admirait de loin depuis l'enfance. Elle le regardait chanter comme on regarde quelqu'un qui semble déjà appartenir à un autre monde. Dans son esprit, Marvin n'était pas seulement un chanteur célèbre. Il était une échappatoire, une projection, une figure masculine idéalisée qui compensait des manques affectifs profonds, même si elle n'en avait pas encore pleinement conscience. Elle n'imaginait pas alors que cette fascination deviendrait un jour une réalité, encore moins qu'elle façonnerait toute sa vie. Lorsque Janice arrive à Los Angeles, elle n'est plus une enfant, mais elle n'est pas encore une femme armée pour affronter la complexité émotionnelle d'un homme comme Marvin Gaye. Elle est belle, vulnérable, impressionnable. Elle cherche inconsciemment une validation extérieure, quelqu'un qui la verrait vraiment, qui lui donnerait le sentiment d'exister pleinement. Et Marvin, déjà une légende, déjà brisé intérieurement, ressent immédiatement cette disponibilité émotionnelle. Leur première rencontre n'a rien d'un conte de fées. Janice le dira plus tard. Ce n'était pas romantique au sens classique du terme. C'était inévitable, comme si deux trajectoires déséquilibrées se croisaient au mauvais moment avec une force impossible à contenir. Elle entre dans ce studio de Los Angeles avec une admiration encore intacte, mais aussi avec une faim émotionnelle profonde. Elle ne vient pas seulement rencontrer une idole. Elle vient chercher quelque chose qu'elle ne sait pas encore nommer. Marvin, lui, est déjà un homme hanté. Derrière la reconnaissance publique se cache une instabilité ancienne, nourrie par une relation traumatique avec son père, par des conflits spirituels constants et par une dépendance croissante aux drogues. Il est marié à Anna Gordy, mais leur relation est déjà fissurée. Il se sent incompris, étouffé, tiraillé entre son besoin d'amour et son incapacité à offrir une sécurité émotionnelle durable. Dans son livre After the Dance, écrit plus tard avec le journaliste David Ritz, Janice décrira cette nuit comme un basculement total. Elle dira avoir eu la certitude d'avoir rencontré l'amour de sa vie. Pas un amour tranquille, mais un amour absolu, dévorant, presque mystique. Pour une jeune femme encore en construction, cette certitude est vertigineuse. Elle donne un sens immédiat à tout ce qui a précédé. Elle transforme l'admiration en destin. Mais dès le départ, une tension invisible s'installe. Marvin n'est pas libre. Il est encore légalement marié. Et dans l'univers Motown, cette réalité n'est pas anodine. Motown n'est pas seulement un label, c'est une famille, un empire, un système de pouvoir. Lorsque Marvin commence à afficher son intérêt pour Janice, tout le monde comprend ce que cela implique. Le scandale est latent, mais il ne freine pas Marvin. Au contraire, Janice reconnaîtra plus tard que le caractère choquant de la situation aurait dû être un signal d'alarme. Mais à cet âge et dans cet état émotionnel, le danger se confond avec l'intensité. Le scandale, loin de l'effrayer, renforce l'impression d'être choisi. Désiré, privilégié. Marvin, de son côté, semble stimulé par cette transgression, comme si défier l'ordre établi nourrissait son besoin de se sentir vivant. Leur relation s'embrase rapidement, trop rapidement pour être stable. Marvin ne se contente pas de séduire Janice. Il l'absorbe. Il entraîne dans son univers privé un monde désorganisé, imprévisible, marqué par la solitude, la paranoïa et la dépendance. Il l'installe dans un appartement presque vide, entouré de figures ambiguës, dont son assistant abbé toxicomane, toujours présent, dormant sur le canapé, brouillant toute notion d'intimité normale. Pour Janice, encore émotionnellement inexpérimentée, cette instabilité ressemble à une profondeur rare. Elle confond le chaos avec la passion, l'intensité avec l'amour véritable. Chaque excès est interprété comme une preuve d'attachement. Chaque crise devient un moment de connexion. Et lorsque leur relation devient physique, elle décrit une union à la fois transcendante et dangereuse, une fusion totale qui efface progressivement ses propres limites. Ils ne se protègent pas. Il n'y a pas de contraception. Marvin veut un enfant, et Janice ne s'y oppose pas. Pour elle, porter son enfant serait une manière de sceller leur lien, de rendre l'amour tangible, irréversible. Mais à cet instant précis, sans qu'elle le réalise encore, la romance commence déjà à se transformer. Lentement, silencieusement, et de manière irréversible. Quand l'amour devient contrôle, la dépendance émotionnelle. Ce qui commence comme une passion intense bascule rarement d'un coup dans la domination. Le plus souvent, la transformation est lente, presque imperceptible. Et c'est précisément ce qui rend ce type de relation si difficile à identifier pour celle ou celui qui la vit. Dans le cas de Janice Hunter et de Marvin Gaye,
La frontière entre amour et contrôle s'est estompée progressivement, jusqu'à disparaître complètement. Au début, Marvin ne se contente pas d'aimer Janice. Il a besoin d'elle. Un besoin qui ne ressemble pas à une affection saine, mais à une dépendance émotionnelle profonde. Elle devient son refuge, son miroir, son apaisement temporaire face à un monde qu'il perçoit comme hostile. Mais ce besoin n'est pas passif. Il est exigeant, envahissant et rapidement possessif. Marvin commence à vouloir Janice entièrement pour lui. Pas seulement son corps ou son amour, mais son temps, ses pensées, ses choix. Il la décourage de poursuivre ses études, de maintenir une vie sociale autonome, de rester connecté à tout ce qui pourrait lui rappeler une existence indépendante. Chaque pas vers l'extérieur est perçu comme une menace. Chaque regard d'un autre homme devient un affront personnel. Il ne cherche même pas toujours à cacher sa jalousie. Au contraire, il la revendique. « Je ne veux pas te partager », lui dit-il ouvertement, désignant les autres hommes comme des rivaux potentiels, même lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté. Ce langage, qui pourrait passer pour une preuve de passion dans l'imaginaire romantique, est en réalité une tentative de possession, une manière de redéfinir l'amour comme une exclusivité totale, étouffante. Janice, de son côté, n'a pas encore les outils émotionnels pour identifier ces glissements. Elle interprète cette jalousie comme une preuve d'importance. Elle se sent choisie, irremplaçable. Dans son esprit, si Marvin a peur de la perdre, c'est qu'elle compte réellement. Cette confusion entre valeurs personnelles et contrôle est l'un des pièges les plus classiques des relations toxiques, surtout lorsque l'écart d'âge, de pouvoir et de statut est aussi important. Peu à peu, Marvin commence à isoler Janice. Pas toujours de manière explicite, mais par une accumulation de petites pressions. Il critique ses fréquentations, dévalorise ses projets, se montre distant ou froid lorsqu'elle affirme un désir personnel. À l'inverse, lorsqu'elle se replie sur lui, lorsqu'elle renonce à quelque chose pour lui, il devient tendre, attentionné, presque fragile. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle profonde. Un épisode raconté par Janice illustre parfaitement cette dynamique. Un jour, Marvin l'emmène chez Anna Gordy pour récupérer son fils. Janice reste figée sur le siège passager, consciente d'entrer dans un territoire chargé de pouvoir, de jugement et d'histoire. Anna sort de la maison, observe la jeune femme dans la voiture et prononce une phrase qui résonnera pendant des décennies. « Je voulais juste voir à quoi ressemble quelqu'un comme toi. Maintenant que je t'ai vu, ne ramène jamais ça ici. » Janice n'ouvre la fenêtre que de quelques centimètres. Elle n'a pas la force de répondre. Dans cet instant, elle comprend qu'elle n'est pas seulement impliquée dans une relation privée. Elle est devenue un symbole, une transgression, un élément perturbateur dans un empire qui la dépasse complètement. Marvin, lui, ne semble pas mesurer ou ne pas se soucier de la violence émotionnelle de la situation. Il observe, silencieux, comme si cette confrontation faisait partie d'un jeu dangereux. Peu après, Janice tombe enceinte pour la première fois. La grossesse se termine par une fausse couche. Marvin la console, mais même sa compassion est teintée d'une fixation troublante. Il parle de l'enfant comme s'il avait dû être un garçon. Comme si, déjà, la valeur de la maternité était conditionnelle à ses attentes personnelles. Janice ressent une culpabilité diffuse, difficile à expliquer, mais profondément ancrée. Lorsqu'elle tombe de nouveau enceinte et donne naissance à leur fille Nona, en 1974, un détail révèle l'état psychologique dans lequel elle se trouve. Ses premiers mots à Marvin ne sont ni de la joie ni de la fierté. Elle dit simplement « Je suis désolée ». Désolée de ne pas avoir donné naissance à un garçon. Désolée de percevoir, dans le regard de l'homme qu'elle aime, une déception silencieuse. À cet instant précis, quelque chose se brise. L'amour commence à ressembler à une obligation. La chaleur laisse place à la pression. Après la grossesse, le contrôle se transforme en cruauté ouverte. Marvin examine le corps de Janice avec un regard froid, clinique. Il commente ses vergetures sans empathie. Il doit bien y avoir un moyen de te débarrasser de ces choses-là. Il avait désiré la maternité, mais il ne supporte pas les traces visibles qu'elle laisse. Janice comprend alors que son corps n'est plus seulement un lieu d'amour, mais un objet d'évaluation permanente. Ce qu'elle gardera sous silence pendant des décennies, c'est que Marvin ne se contentait pas de blesser émotionnellement. Il déformait la réalité. Il la poussait vers certaines situations sexuelles, franchissant progressivement ses limites, puis la punissait émotionnellement pour avoir réagi comme un être humain. Désir et honte devenaient indissociables. Dans un souvenir particulièrement dérangeant, ils sont tous les deux sous l'emprise de drogue. Marijuana, cocaïne, l'atmosphère est floue, désorientée. Marvin propose une expérience sexuelle impliquant un autre couple. Janice n'en veut pas. Elle hésite. Elle a peur de le perdre.
Marvin insiste. Il orchestre la situation. Puis, lorsqu'elle ne réagit pas comme il l'espérait, il retourne le moment contre elle. « Tu as adoré, n'est-ce pas ?» Lorsqu'elle répond non, il refuse de l'accepter. Il la pousse, la provoque, l'accuse d'être sauvage, insatiable, honteuse, jusqu'à ce qu'elle craque. « Pas mon rêve, Marvin. Le tien. » Sa réponse est glaçante. Voir la pureté devenir perversité est fascinant. « Tu étais mon ange, mais maintenant tu es tombé. C'est excitant de te voir tomber. » Cette phrase révèle une vérité dérangeante. Marvin ne cherchait pas seulement l'amour. Il cherchait le pouvoir. Le plaisir de transformer, de corrompre, de contrôler. Janice ne vivait pas avec un homme ordinaire, mais avec un artiste brillant qui traitait parfois l'intimité comme une expérience et les émotions comme un terrain de jeu dangereux. Et ce n'était que le début. Muse, effacement et fabrication de la légende. Ce qui rend l'histoire de Janice Enter particulièrement troublante, ce n'est pas seulement la violence ou la manipulation. C'est le paradoxe permanent dans lequel elle vit. Plus elle disparaît en tant que personne, plus elle contribue à faire exister la légende Marvin Gaye. Tandis que sa propre identité s'effrite, elle participe activement à la construction de l'image publique de l'homme qui la détruit lentement. Malgré le chaos de leur vie privée, Marvin continue de créer. Et lorsque Marvin crée, tout autour de lui semble devoir s'effacer. Janice est là, souvent en silence, dans les studios, dans les coulisses, dans l'ombre. Elle observe, elle soutient, elle rassure. Elle devient un pilier invisible, une présence constante qui absorbe les crises, les doutes, les excès, pour permettre à l'artiste de rester fonctionnel. Janice n'est pas qu'une compagne. Elle est une collaboratrice émotionnelle. Elle comprend les humeurs de Marvin, anticipe ses besoins, protège son espace créatif. Elle assiste à la naissance de Got to Give It Up, restant dans le studio pendant des heures, chantant les chœurs, regardant Marvin façonner un morceau destiné à devenir immortel. À cet instant, elle ne se sent pas victime. Elle se sent utile, nécessaire, reliée à quelque chose de plus grand qu'elle. Mais ce sentiment a un prix. À force de se définir à travers Marvin, Janice cesse progressivement de se définir par elle-même. Ses propres aspirations, ses désirs, ses rêves deviennent secondaires, presque illégitimes. Tout ce qui n'est pas directement lié à Marvin semble superflu, voire menaçant. Elle existe par procuration, dans une relation où l'amour est confondu avec le sacrifice. Elle participe aussi à façonner son apparence. Les tenues de scène iconiques, l'allure sensuelle, la posture mystérieuse, Janice aide à affiner cette mythologie. Elle comprend l'importance de l'image, surtout à une époque où Marvin cherche à se réinventer, à s'éloigner de Motown, à incarner une masculinité plus libre, plus spirituelle, plus troublante. Ironiquement, pendant qu'elle l'aide à devenir une icône sexuelle mondiale, elle se sent de plus en plus invisible. Plus Marvin est célébré pour sa sensibilité, plus Janice souffre du contraste avec l'homme qu'elle connaît à huis clos. Le public voit un poète de l'amour, un prophète de l'âme noire américaine. Elle voit un homme instable, parfois cruel, souvent perdu, incapable de réguler ses émotions. Cette dissonance crée un isolement profond. Elle ne peut pas parler. Qui la croirait? Comment dénoncer un homme que le monde entier adore pour sa douceur? Lorsque Marvin lui dit qu'il l'aime et qu'il n'est pas amoureux d'elle, Janice encaisse en silence. Cette phrase agit comme une condamnation invisible. Elle est suffisamment importante pour rester, pour servir, pour inspirer, mais pas assez pour être pleinement choisie. À peine dans la vingtaine, elle commence déjà à se sentir vieille, usée, comme si sa jeunesse lui avait été retirée avant même qu'elle ait pu en profiter consciemment. En 1977, lorsqu'il se marie enfin, ce n'est pas l'entrée dans une stabilité retrouvée. C'est un pas de plus dans l'incendie. Le mariage ne calme rien. Il officialise simplement une dynamique déjà toxique. Marvin alterne déclaration d'amour et humiliation. Il critique le corps de Janice, ses choix, sa personnalité. Chaque mot devient une arme potentielle. Les disputes prennent une dimension terrifiante. Marvin conduit de manière dangereuse, accélérant brutalement avec leurs enfants à bord, menaçant implicitement de tout arrêter, de tout détruire. La peur devient un outil. Janice comprend que sa sécurité, et celle de ses enfants, dépend souvent de sa capacité à calmer un homme imprévisible. Puis viennent les disparitions. Marvin quitte le foyer, parfois pour des semaines, parfois pour des mois. Il part à Hawaï, s'isole, consomme, fuit ses responsabilités. Janice se retrouve seule, sans soutien émotionnel, souvent sans soutien financier. Et pourtant, lorsqu'il appelle, lorsqu'il supplie, lorsqu'il se montre vulnérable, elle revient. Encore, parce qu'elle croit toujours au Marvin de la musique, à celui qui, parfois,
redevient doux, timide, presque enfantin. Même après la séparation, même après le divorce, Marvin n'arrive pas à la laisser partir. Janice n'est pas seulement son ex-femme. Elle est son obsession, sa muse, et aussi, d'une certaine manière, sa punition. Il la tire vers lui puis la repousse, incapable de rompre complètement le lien. Ce va-et-vient émotionnel empêche toute guérison réelle. Avec le recul, Janice dira que le public s'est trop focalisé sur les détails scabreux, les drogues, les infidélités, les crises, sans voir la vérité la plus douloureuse. Derrière tout cela, il y avait encore de l'amour. Un amour réel, profond, mais déformé. Un amour qui n'a pas sauvé. Un amour qui a détruit. Ce qui l'a le plus choqué, ce n'est pas de découvrir que Marvin pouvait être sombre. C'est qu'il pouvait être, dans le même souffle, brillant, séduisant, tendre, abîmé, et regarder la femme qu'il prétendait aimer plus que tout pour lui murmurer des phrases comme des malédictions. Il aimait regarder les gens tomber, écrira-t-elle plus tard. Surtout moi. Pendant que l'industrie célébrait Marvin Gaye, Janice Hunter disparaissait peu à peu du récit officiel. Une épouse que l'on préférait oublier. Une muse que l'on réduisait à une note de bas de page. Et pourtant, sans elle, une partie essentielle de la légende n'aurait jamais existé. Anna Gordy, pouvoir, loyauté et humiliation silencieuse. Avant Janice Hunter, avant les scandales, avant même que Marvin Gaye ne soit considéré comme un génie absolu, il y avait Anna Ruby Gordy. Et comprendre Anna Gordy, c'est comprendre une autre facette du drame Marvin Gaye, celle du pouvoir, de la loyauté et d'une dignité maintenue dans le silence. Contrairement à Janice, Anna n'est pas entrée dans la vie de Marvin comme une admiratrice. Elle y est entrée comme une force. Anna avait 10 ans de plus que Marvin. Elle était déjà une femme établie, respectée, influente, bien avant que son nom ne soit associé à celui d'un jeune chanteur prometteur. Elle n'était pas seulement la sœur de Berry Gordy, le fondateur de Motown Records. Elle était une actrice majeure de l'Empire, une stratège, une créatrice, une pionnière dans une industrie dominée par les hommes et encore plus hostile aux femmes noires occupant des postes de pouvoir. Dès les années 1950, Anna s'impose comme une entrepreneuse visionnaire. Elle cofonde Anna Records à Détroit, devenant l'une des toutes premières femmes noires à diriger un label aux États-Unis. Elle écrit, produit, développe des talents. Elle comprend la musique, mais aussi les rouages économiques, politiques et humains de l'industrie. Lorsqu'elle rencontre Marvin Gaye, il n'est pas encore une superstar. Il est talentueux, instable, spirituellement tourmenté, mais encore loin du mythe. Leur mariage en 1963 surprend tout le monde. L'écart d'âge choque. Mais plus encore, c'est l'écart de pouvoir qui intrigue. Marvin n'épouse pas seulement une femme. Il épouse une position, une protection, une porte d'entrée directe dans la royauté Motown. Anna devient à la fois son ancre et son bouclier. Elle le soutient, le conseille, l'aide à naviguer dans un monde impitoyable. Elle croit en lui, parfois plus que lui-même. Pendant un temps, leur union fonctionne. Anna canalise Marvin. Elle structure sa carrière, le protège des excès, amortit ses crises. Elle est ferme, mais loyale. Elle comprend ses démons sans les romantiser. Contrairement à Janice, elle n'idéalise pas Marvin. Elle le voit tel qu'il est, avec ses failles, ses colères, ses contradictions. Et elle reste. Mais à l'approche des années 1970, l'équilibre se fissure. Marvin devient plus célèbre, plus puissant, mais aussi plus volatile. Son succès artistique s'accompagne d'une consommation accrue de drogue, d'une paranoïa grandissante et d'un rejet progressif de toute forme d'autorité, y compris celle d'Anna. Là où elle apporte de la structure, il ressent une contrainte. Là où elle cherche la stabilité, il s'enfonce dans le chaos. Puis vient Janice Hunter. Pour Anna, ce n'est pas seulement une infidélité. C'est une humiliation publique. Marvin n'agit pas discrètement. Il affiche sa relation. Dans le cercle Motown, tout le monde est au courant. Les regards changent. Les silences deviennent lourds. Anna, femme de pouvoir respectée, se retrouve exposée, trahie, remplacée par une adolescente aux yeux du monde. La procédure de divorce commence en 1975, mais ce n'est pas une séparation ordinaire. C'est une guerre. 2 années de négociations, de rancœurs accumulées, de blessures jamais refermées. Anna réclame $1 million de pension alimentaire. Ce montant n'est pas seulement financier. Il est symbolique. Il représente des années de loyauté, de travail invisible, de sacrifice. Marvin, malgré sa célébrité, est déjà en difficulté financière. Problèmes fiscaux, mauvaise gestion, dépenses excessives. Il n'a pas l'argent.
C'est alors que son avocat, Curtis Shaw, propose une solution aussi audacieuse que cruelle. Marvin cédera les royalties de son prochain album à Anna dans le cadre du règlement du divorce. Un album qui n'existe pas encore. Anna accepte. Elle s'attend à un projet mineur, sans âme, un simple objet contractuel. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle est sur le point de recevoir l'une des œuvres les plus personnelles, les plus amères et les plus exposées de toute la carrière de Marvin Gaye. En 1978 Sorir, My Dear. Ce n'est pas seulement un album, c'est une confrontation musicale, une purge émotionnelle de plus de 60 minutes. Marvin enregistre presque seul, écrivant et chantant chaque mot comme un règlement de compte. Le disque se déroule comme un journal intime brutal, retraçant la désintégration de son mariage avec Anna. Il la ridiculise dans les paroles. Il la décrit comme cupide, manipulatrice, froide. Il transforme leur dispute en chanson. Dès l'ouverture, la phrase est glaçante. C'est ce que tu voulais. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Dans When Did You Stop Loving Me? When Did He Stop Loving You? Dans You Can Live, But It's Going to Cost You, Marvin expose chaque blessure, chaque grief, chaque rancœur financière et émotionnelle. Même la pochette est une provocation, une salle d'audience stylisée, Marvin tendant un disque vinyle à un juge. Un procès transformé en œuvre d'art. Anna est furieuse. Elle envisage de poursuivre Marvin pour diffamation. Pour elle, ce n'est pas une œuvre abstraite. C'est sa vie, son intimité, son humiliation gravée sur vinyle et vendue au monde entier. Marvin, lui, refuse de reculer. Il déclare aux journalistes qu'il dit simplement la vérité, que cet album est sa manière de survivre à la douleur. Avec le temps, les critiques salueront My Dear comme l'un des albums de rupture les plus crus et les plus honnêtes de l'histoire de la musique. Une confession avant l'heure. Mais cette reconnaissance tardive n'efface rien pour Anna. Elle, contrairement à Janice, ne répondra jamais publiquement. Elle n'écrira pas de mémoire. Elle ne donnera pas d'interview révélatrice. Elle choisira le silence. Longtemps, ce silence sera interprété comme de la froideur. Aujourd'hui, il ressemble davantage à de la dignité. Anna refuse d'exposer sa souffrance pour nourrir la légende. Elle n'efface pas Marvin de sa vie, mais elle ne participe pas à sa mythification aveugle non plus. Elle conserve des photos. Elle garde les souvenirs. Elle porte la complexité sans la transformer en spectacle. Anna Gordy est décédée en 2014. Jusqu'à la fin, elle est restée une figure respectée, discrète, droite. Une femme qui a aimé un homme brillant et instable, qui a été trahie publiquement, puis réduite au silence par l'histoire officielle. Et pourtant, sans Anna Gordy, Marvin Gaye n'aurait peut-être jamais été Marvin Gaye. Alors voilà, Janice Hunter, après la mort de Marvin Gaye, elle doit apprendre à vivre avec l'absence et protéger ses enfants. Son livre devient son exutoire, transformant la douleur en mémoire. Morale de l'histoire, survivre à l'amour le plus intense, c'est déjà un acte de courage. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires vraies derrière la musique.